Bonjour et bienvenue dans Roadmap, mon journal de bord freelance. Je suis Hugo Taché, développeur web et mobile indépendant, et je viens de passer ma semaine à faire des tests unitaires. Donc pour résumer, pour ceux qui ne suivent pas au fond de la classe, depuis plusieurs semaines, je travaille sur un dashboard suffisamment générique pour pouvoir l'utiliser dans de futurs projets, mais aussi dans des projets que j'ai en cours. Et il est donc indispensable, puisque ce sera pour de multiples projets, de créer quelque chose d'assez fiable, d'assez stable, de robuste et d'évolutif. Si vous n'avez pas suivi l'avancée de ce projet, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore abonné, alors je vous invite à le faire, puisque Roadmap est un format épisodique, donc à suivre de semaine en semaine. Petite note, on est bientôt 15 000 abonnés sur la chaîne, et pour fêter ça, j'ai décidé de faire une FAQ, qui arrivera quand il y aura suffisamment de questions du coup. J'ai ouvert un chat dédié à l'intérieur de Discord, donc si vous voulez poser vos questions, ça se passe là-bas. Vous avez l'invitation dans la description, comme à chaque fois. Mais n'hésitez pas aussi en commentaire de cette vidéo, voilà, si vous n'avez pas Discord, à poser vos questions. Je vais toutes les lire, les condenser, et comme je dis, quand il y en aura suffisamment, on fera une vidéo FAQ pour les 15 000 abonnés. D'ailleurs, merci d'être aussi nombreux et nombreuses. Et donc pour revenir à ce dashboard, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit robuste, fiable, etc. C'est parce que j'ai envie d'être serein quand je vais mettre mes applications en prod et ne pas avoir à faire de la maintenance à 23 h un vendredi soir, quoi. L'objectif est donc de minimiser les bugs et surtout de pas casser des feats quand on en implémente des nouvelles. Donc pour cet objectif-là, de rendre le projet fiable et robuste, j'ai plusieurs stratégies. Déjà, utiliser un minimum de librairies et de plugins tiers, desquels je vais dépendre si je les utilise. Utiliser TypeScript et pas juste JavaScript. Et bien entendu, en profondeur, avec tout l'aspect typage. Respecter des règles de lint, donc c'est-à-dire avoir une mise en forme du code qui soit la même entre chaque fichier à travers le projet, et aussi éviter du code superflu ou des choses comme ça. Avoir une architecture suffisamment bien pensée pour organiser chaque fichier, les services, etc. Donc on reviendra là-dessus si ça vous intéresse d'ailleurs, de voir comment j'organise mes dossiers dans mon application. Et donc enfin le sujet d'aujourd'hui, avoir des tests pour pouvoir envoyer en prod en étant serein. Donc bien sûr, tests unitaires, d'intégration et end-to-end. Mais aujourd'hui on va s'intéresser juste aux tests unitaires parce que c'est ce que j'ai fait cette semaine sur le projet et que j'intégrerai les autres plus tard. Alors, premièrement, pour ceux qui ne le savent pas, à quoi servent les tests unitaires? Dans notre application, les tests unitaires vont avoir pour objectif d'isoler les composants et les fonctionnalités pour pouvoir en vérifier le bon fonctionnement. On dit unitaire parce que l'objectif est d'avoir des unités suffisamment petites pour avoir une granularité dans nos tests qui est suffisante pour qu'ils soient efficaces. Donc on découpe les tests en toutes petites unités. L'avantage de ces tests, c'est que en général, on va les faire tourner en boucle pendant qu'on code, ce qui va nous indiquer directement si une des briques précédentes va casser avec une nouvelle brique. Également, au-delà du moment du développement, ce qui est intéressant, par exemple si on met en place des outils de déploiement automatique, avant chaque déploiement, il y aura toute la suite de tests qui sera passée en revue, et le déploiement ne se fera que si chaque test est bien passé. Ça évite de déployer un bug stupide qui va complètement casser l'application en production. Mais il y a un problème avec les tests unitaires, c'est que ça prend beaucoup de temps, et pourquoi est-ce qu'on les fait pas la plupart du temps? Surtout dans des projets perso. En fait, les tests unitaires, il faut le voir un petit peu comme la double écriture en comptabilité. C'est presque comme si on codait deux fois la même application dans un langage différent. Puisque d'un côté, on va avoir vraiment l'application avec notre code classique en TypeScript, JavaScript, et de l'autre, des fichiers de test écrits aussi dans le même langage, mais qui vont utiliser un framework comme par exemple Jest. Et je pense qu'on peut dire que le temps de dev augmente au moins de 50% quand on fait les tests. Mais bon, est-ce qu'il vaut pas mieux perdre 50% du temps maintenant plutôt que perdre des nuits entières à essayer de débugger en prod des trucs qui marchent pas? Et donc je disais, dans les projets perso, on a tendance à pas forcément le faire, ou pour les petits projets, mais ça arrive aussi en entreprise quand, par exemple, on a des deadlines hyper importantes, hyper courtes, et que le client attend plus la feature que sa fiabilité. Et ça, c'est désastreux parce que on a une dette technique au fur et à mesure qu'on avance dans le projet parce qu'on n'a pas cette fiabilité de ce qu'on a écrit comme code. Du coup, il y a un système pour pallier à ça qui est le TDD. Le TDD, ça veut dire Test Driven Development, ou en français, le développement conduit par les tests. C'est une stratégie en fait qui va forcer l'écriture des tests tout au long du développement du code. Mais on va en reparler juste après. Également, on a tendance à pas écrire souvent nos tests unitaires pour une autre raison, c'est que comme je le disais avant, comme c'est une double écriture un petit peu, c'est très répétitif, ça demande quand même de la réflexion, parfois autant que pour coder, puisque il faut trouver des mécanismes pour vérifier si les choses se font bien. Et particulièrement en front-end, c'est très difficile de savoir quoi tester et comment le tester. Ça tombe bien puisque mon projet de dashboard, c'est du front-end. Pour revenir au TDD, parce que j'ai un petit avis dessus quand même. Donc comme je l'ai expliqué précédemment, le TDD, en fait, le principe, c'est d'écrire les tests avant de coder. Donc par exemple, on imagine qu'on n'a pas encore créé nos fichiers de code et on va écrire un premier test comme
dans cette page doit s'afficher un bouton. L'objectif, c'est on va lancer le test et on va voir qu'il va échouer puisqu'il n'y a pas de bouton, on l'a pas codé. On va donc implémenter le bouton, relancer le test et cette fois-ci, il va passer. L'objectif du TDD, c'est à chaque fois aussi d'implémenter de la façon la plus simple possible la fonctionnalité. Et ça, je pense que ça peut poser problème parfois. Donc quand on code, en fait, on va faire l'aller-retour constant entre nos tests, on va écrire ligne par ligne, et le code pour répondre à ces tests-là et les faire passer au fur et à mesure. Donc pour être clair, moi j'ai beaucoup de mal avec le TDD. Comme je faisais référence à ça avant, ça limite en fait la réflexion autour du composant global. Parce que finalement, on se rend compte qu'on va jamais implémenter vraiment comme on a écrit le test, notre code. Au final, on se retrouve avec des tests qui vérifient juste qu'il n'y a pas de conflit entre l'étape suivante et l'étape précédente, mais ça nous garantit à aucun moment que le code est bien écrit, qu'il est propre, qu'il est fonctionnel en termes de performance par exemple, ou qu'il est maintenable, etc. Maintenable dans le sens, est-ce qu'il pourra être lu aussi par un autre dev, etc., etc. Donc bien entendu, peut-être qu'il vaut mieux des fois utiliser le TDD parce que ça force à écrire les tests, sinon, comme je le disais avant, on les écrit jamais, mais c'est également quelque chose qui pour moi fait perdre une partie du plaisir de coder, et donc maintenant vu que je suis au rêne de mon activité, je vais pas forcément faire du TDD dans mes projets. Ce qui veut pas dire, attention, que je vais faire pas de tests, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait cette semaine. Et c'est très difficile, comme je le disais, d'écrire des tests en front-end. J'ai donc posé quelques règles pour y arriver, et je me suis réconcilié avec les tests unitaires en front-end. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Sachant que si vous voulez estimer un peu le temps que ça m'a pris d'écrire les tests, ça m'a pris environ 2 jours pour les, on va dire, 2 ou 3 semaines de travail précédentes. Donc comme je le disais avant, je n'ai pas fait mon application en TDD, c'est-à-dire que je n'ai pas écrit les tests avant de coder. J'ai fait mon implémentation, j'ai vu la logique qu'allait prendre mon composant, et j'ai écrit les tests après composant par composant, tout en refactorisant mon code du coup en les faisant. Du coup je me suis beaucoup plus amusé, je sais que mes fonctionnalités sont testées, mes composants sont testés, ils affichent ce qu'ils doivent afficher, ils réagissent comme ils doivent réagir, et c'est d'ailleurs super important parce que comme je construis une application de base, un dashboard de base avec des composants de base que je vais sûrement réutiliser d'ailleurs dans d'autres projets, eh bien si ces premières briques sont bien testées, je serai confiant en fait pour la suite de l'application, quelles que soient les implémentations futures. Et donc la première règle, ça a été de ne pas trop tester les choses. Je suis pas dans un objectif d'avoir 100% en fait de test coverage, ou en français couverture de test, mais plutôt dans un esprit de vraiment tester couche après couche mes composants. Pour vous donner un exemple par rapport à cette règle, je sais que dans mon application dashboard, par exemple, j'ai un composant menu qui contient pas grand chose en fait, qui contient juste le menu mobile et le menu desktop. Il est là juste pour les réunir et après l'affichage se fait par Media Queries en gros. Je sais que j'ai fait mes tests unitaires pour le desktop menu et le mobile menu, donc j'ai vérifié qu'ils affichaient bien les liens, que c'était bien des liens, etc. Et c'est pour ça que, dans l'implémentation des tests pour le menu qui va rassembler les deux, je vais pas tester encore une fois cette chose-là. Je fais confiance aux sous-composants que j'ai déjà testés, et ça me permet, de pas multiplier les tests pour rien. La deuxième règle que je me suis posée, c'est de ne tester que ce qui est critique pour l'utilisateur. En gros, à chaque fois que je vais tester un composant, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de le faire après l'avoir codé, puisqu'on va implémenter plusieurs choses avant, je me pose la question de qu'est-ce qui est vraiment fondamental dans ce composant-là. Et je ne vais tester que cette chose-là, ou ces choses-là, parce que des fois il y a plusieurs fonctionnalités bien entendu. Et l'objectif, c'est pas de tout tester comme je le disais, donc par exemple si le style est mal appliqué et que ce style-là n'est pas critique pour l'expérience utilisateur, je vais pas tester cette partie-là. Par exemple, je vais pas vérifier que mon bouton il a une classe qui fait qu'il va avoir les bords ronds, c'est pas mon problème en fait. Mon problème c'est que mon bouton il clique vraiment, et qu'il affiche son label par exemple. Et d'ailleurs ça m'amène à ma troisième règle, qui a été de me donner une méthode pour limiter ces tests-là et les catégoriser en fait. Et là ça va être utile si vous savez pas quoi tester en général dans vos applications front-end. Le premier test que je fais pour un composant, c'est le test de rendu. Donc, c'est vérifier que ce qui doit s'afficher, s'affiche bien. Typiquement, j'ai un composant base bouton dans mon dashboard, et ce base bouton, l'objectif, c'est qu'il affiche le texte, et vu qu'il peut avoir en option une icône, qu'il affiche bien l'icône si on lui donne aussi en option. Test de rendu. Est-ce que ça s'affiche bien? Est-ce que si je lui passe une icône en propriété, elle l'affiche bien aussi? Que de l'affichage. Et c'est la majorité des tests en fait. Ensuite, le deuxième truc, c'est les tests de fonctions ou de méthodes. C'est-à-dire que mes composants, ils peuvent avoir des fonctions, des méthodes, par exemple des fois des helpers. Donc quand je dis helper, c'est par exemple un composant doit aller chercher des classes ou doit aller chercher des styles, ou en fonction d'une propriété, il y a tel truc qui va s'afficher ou pas. Au lieu de tout mettre en ligne à l'intérieur du code du template en fait, j'aime bien avoir une fonction où juste je vais appeler cette fonction et il va y avoir la logique à l'intérieur. Et du coup, pour tester cette fonction et que ce soit simple, au lieu de la laisser à l'intérieur du composant, de la fonction du composant, je vais la sortir, je vais l'exporter et je ne vais tester que la fonction dans mon test. Et donc cette fonction, elle devient plus abstraite, dans le sens où en fait elle pourrait prendre n'importe quel paramètre et donner toujours le même résultat. Enfin, le résultat prédictif.
Et le fait voilà, de m'abstraire du contexte du composant, même si la fonction elle est toujours dans le fichier du composant, hein, ça me permet de rendre cette fonction beaucoup plus évolutive, maintenable et puissante en fait. Parce que même si j'ai besoin, je pourrais encore l'extraire ailleurs et l'utiliser. Et du coup, mon test, ça va être j'importe ma fonction, je lui envoie des paramètres dont elle aurait besoin, et je vérifie juste qu'elle me fait le bon truc. Je vais pas vérifier que j'ai rendu mon bouton et qu'il appelle la bonne méthode et qu'il affiche le bon truc, etc. Ça m'intéresse pas. Si je sais que la méthode, elle fonctionne, j'ai pas besoin de vérifier qu'elle donne le bon résultat dans le bouton. J'ai juste besoin de vérifier quand même qu'elle est bien appelée dans le bouton. Ensuite, la troisième catégorie de test que j'ai fait, c'est vérifier que les props, donc les propriétés passées à l'intérieur des composants, sont bien traitées. Et uniquement les props, encore une fois, critiques. Typiquement, j'ai codé, vous vous souvenez, si vous l'avez vu la semaine dernière, une table avec voilà, des colonnes, des lignes. Ce qui m'importe, c'est de savoir, est-ce que si je lui envoie un tableau avec 5, 10, 20, 25 objets, est-ce que je vais me retrouver vraiment avec 5, 10, 20, 25 lignes? Et donc tout simplement, voilà, mon test, ça va être, j'ai tant de données, je te l'envoie, est-ce que tu m'affiches autant de lignes que j'ai besoin? Et donc voilà les trois choses fondamentales que je teste dans une application front-end, le rendu, les fonctions méthodes et la bonne utilisation des propriétés, ou props. Et ça inclut aussi, voilà, si je passe une méthode en propriété, en props, je veux vérifier qu'elle est bien appelée. Si par exemple, mon bouton, je le clique, je veux voir est-ce que cette méthode a bien été appelée. Enfin, la quatrième règle, et c'est celle à mon avis qui m'a le plus aidé à bien faire des tests et à me lancer à le faire vraiment cette fois, et c'est assez drôle de le dire comme ça, de rendre les composants le plus stupides possible. C'est-à-dire que parfois, voilà, on a tendance à mettre dans notre composant de la logique, par exemple d'aller fetch des choses avec une API, etc., etc. Et en fait, c'est une erreur de faire ça. Parce que si on fait ça, dans nos tests, on va devoir mock, donc c'est-à-dire faire semblant que cette API nous renvoie quelque chose, on va devoir tester à l'intérieur du composant si, voilà, l'appel est bien fait, etc., etc. Et donc voilà, j'ai fait le choix de mettre tout ce qui va être API, dépendance, appel, etc. dans une sorte d'enclave, on va dire, qui est le dossier service, qui s'occupe, voilà, de toute la logique qui est souvent la plus difficile à tester, et de ne laisser accès en fait à cette enclave que dans certains composants très précis. C'est-à-dire, la plupart du temps, la racine de l'application ou la racine des pages. Et encore une fois, même là, dans mon composant, je vais pas forcément appeler mes services directement, mais je vais passer par exemple par un store externe qui lui va gérer voilà, toute la logique asynchrone, c'est-à-dire que des fois on sait pas si on va avoir la donnée, on l'a pas encore, on doit réagir en mettant un petit loading, un machin comme ça, et ça pareil, il vaut mieux que le composant soit stupide, c'est-à-dire qu'on est juste à lui dire t'es en train de charger ou pas, et pas que lui-même et à déduire s'il est en train de charger ou pas. Du coup voilà, comme je le disais, là pour à peu près 2 ou 3 semaines de travail, j'ai passé 2 jours à écrire que des tests. Donc je suis pas du tout sur un 100% test covering, mais mes tests font le job, ils m'assurent que si j'ajoute quelque chose, les fonctionnalités que j'ai testées fonctionnent toujours. J'ai donc écrit environ 82 tests unitaires pour tout ce que j'ai déjà fait dans le dashboard. Et si je peux vous transmettre quelque chose pour que vous aussi vous mettiez à faire vraiment des tests unitaires, c'est que écrire des tests unitaires c'est pas facile, c'est aussi difficile que coder une application. C'est presque comme programmer dans une réalité alternative. De la même manière que quand on code, on est souvent obligé d'aller voir sur internet comment faire telle ou telle chose, et les tests c'est pareil. C'est pas parce qu'on connaît les 4, 5, 6 méthodes de Jest qu'on va toujours savoir et devoir deviner comment tester tel ou tel type de composant ou tel type de méthode. Et c'est d'ailleurs ce que je pense qui freine le plus les devs front à faire des tests unitaires, c'est de ne pas savoir comment tester, ni quoi tester, mais bon ça je vous ai donné des indices sur comment moi j'ai fait cette semaine dans mon dashboard. Et cette démarche de se dire bon j'ai codé quelque chose, à quoi ça sert, et de par exemple commencer par voir si ce que je veux afficher s'affiche vraiment, c'est une première pierre, et par-dessus, voilà, au fur et à mesure, on va apprendre à écrire des tests un peu plus complexes, et c'est pour ça que pour moi, le TDD, quand on fait pas des tests régulièrement, c'est une erreur, parce que ça revient à tester des choses qu'on ne sait même pas encore implémenter. Et pour savoir comment tester, il faut savoir comment on va implémenter, ou comment on a implémenté. En tout cas, faire les tests unitaires, moi, je me rends compte, et je m'en rendais compte même avant, mais je veux dire, c'est quelque chose qui se fait petit exploit par petit exploit, expérience par expérience. Mais voilà, faire des tests unitaires, c'est comme coder un miroir de l'application. Et c'est donc quasiment aussi complexe que faire l'application en elle-même. Bon voilà, c'était un roadmap assez technique aujourd'hui, mais quand j'avance bien, voilà, directement dans le côté technique, autant vous partager ça et vous faire un retour d'expérience de ce que j'ai fait, quoi. Donc vous l'avez vu, là, il n'y avait pas comme les autres semaines au jour le jour, puisqu'en fait j'ai fait quasiment la même chose tous les jours. En plus, j'avais la crève la semaine dernière, c'était horrible. Et de toute façon, roadmap, voilà, c'est assez flexible aussi comme format. Donc des fois, on se laisse un peu des libertés sur ce à quoi ça ressemble. En tout cas, sachez que bientôt, je vais m'attaquer au portfolio, mon
mon portfolio perso, pas le site de Sudocool, hein, parce qu'encore une fois, il faut que je fasse ça avant de faire le site de Sudocool. Et je vous invite donc à vous abonner pour pas rater ça, là ça va arriver, peut-être ce sera la semaine prochaine même. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air, et en vous abonnant à la cloche également. Hein. Et merci aussi pour vos retours la semaine dernière sur le changement de nom de la chaîne, le nom de mon entreprise, de mon projet global. Vous l'avez accueilli avec enthousiasme et ça fait plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre Discord pour discuter, vous avez le lien dans la description. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Roadmap pour continuer à suivre mon aventure freelance. Ciao!